la rétrospective de la semaine. Le procès du coup d'État manqué s'est poursuivi ce mercredi avec l'interrogatoire du colonel-major Bourema Kéré et de l'ex-bâtonnier Mamadou Traoré. Le premier accusé, après avoir passé 5 jours à la barre, a finalement terminé son audition ce jour. Pour Mamadou Traoré, ex-bâtonnier qui passe son premier jour à la barre, il est poursuivi pour des faits de complicité, d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre, de coups et blessures volontaires. Il nie les faits à lui reprocher avant d'étaler son récit du 15 septembre et jour suivant. Selon lui, la journée du 15 septembre 2015, il était à son domicile et c'est aux environs de 18 h qu'il a appris qu'il y avait une situation en ville. L'accusé soutient que c'est autour de 22 h qu'il a été joint par le président sénégalais Macky Sall, qui l'informait qu'il avait appris des nouvelles très inquiétantes et de faire de son mieux pour entrer en contact avec le général Gilbert Dendéré pour la résolution de la crise. Sur ces faits, il se rend au camp Nabakoum 2 où il aura une rencontre en apartheid avec le général Gilbert Dendéré. Après cette rencontre, l'accusé affirme avoir s'être rendu celui à domicile aux environs de minuit. Mais selon les procès-verbaux de certains accusés, lus par le parquet militaire, il ressort que l'accusé était au bureau du chef de corps du RSP jusqu'à la matinée du 17 septembre où il a même participé à l'amendement de la déclaration du CND. L'accusé nie en bloc cette affirmation. Il poursuit en affirmant qu'après s'être rendu celui vers minuit dans la soirée du 16 septembre, il n'est plus retourné au camp Nabakoum 2. Selon toujours son récit, le 19 septembre 2015, il s'est rendu à l'hôtel Laïko où il a participé à une rencontre avec le général Gilbert Dendéré et le président Macky Sall. Au cours de cette réunion, il affirme qu'il a conseillé au président Macky Sall de rencontrer les organisations de la société civile, des personnes morales et le RSP pour une sortie de crise. Il soutient qu'il a posé ses actes dans sa qualité de conseil du président Macky Sall pour la médiation. L'audience a été suspendue aux environs de 16h30 et reprendra demain jeudi avec toujours Maître Mamadou Traoré. Au deuxième jour de son interrogatoire, l'ancien bâtonnier Mamadou Traoré, accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et de coups et blessures volontaires, est resté sur sa position, à savoir qu'il ne reconnaît pas les faits. Il insiste sur le fait qu'il n'a fait que conseiller le président Macky Sall et servir d'intermédiaire pour une sortie de crise. Prenant la parole, le parquet militaire est revenu sur certains propos qui avaient été tenus la veille par les avocats de la défense qui estimaient que le parquet faisait de l'acharnement sur l'accusé. Le parquet dit ne pas être du même avis et indique que la défense est bien dans son rôle, mais qu'il ne faudrait pas qu'on laisse croire que c'est parce que l'accusé est un avocat qu'il aura des faveurs. Nous allons être en harmonie avec notre serment, mais sans haine contre lui, a-t-il laissé entendre. Et d'ajouter que le parquet ne pense pas être allé plus loin avec l'ancien bâtonnier qu'avec les autres accusés. Le parquet militaire a poursuivi avec ses observations en faisant remarquer qu'il y a des contradictions entre les déclarations de l'accusé et de certains de ses co-accusés au sujet de l'heure à laquelle il aurait quitté le camp Nabakoum 2. Si l'accusé affirme s'être rendu au dit camp pour apporter un message du président Macky Sall au général Gilbert Dendéré avant de repartir à son domicile aux environs de 0h, le colonel Yonaba lui affirme l'avoir vu entre 6h et 7h après la visite médicale du président de la transition et de ses ministres pris en otage. Pour le parquet, les échanges entre Mamadou Traoré et le général ont eu lieu après celles tenues entre la hiérarchie militaire et les représentants du régiment de sécurité présidentielle et a pris fin selon la déposition du général Zagré aux environs de 3h. Monsieur le Président, comprenez alors qu'il y est resté au-delà de minuit, a-t-il conclu. L'accusé lui campe sur sa position en affirmant qu'il a juste passé environ 5 minutes avec le général avant de regagner son domicile peu après minuit. Il ajoute ceci, je cite, « Je suis avocat, qu'est-ce que je ferai dans ce camp tout seul jusqu'à 7 heures? Je travaille dans mon bureau, je suis venu pour une mission précise et je l'ai faite. Vous pouvez me croire ou non, fin de citation. » Pour son conseil, Maître Moussa Koulibaly, son client a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées et avec précision en disant ce qu'il sait et ce qu'il a fait. Il ajoute que l'ancien bâtonnier n'a fait qu'exercer son métier d'avocat. L'avocat note par ailleurs que son client a prêté son sacerdoce pour établir la légalité. C'est pourquoi il a qualifié les charges qui pèsent sur son client d'infamant et d'injustifié. Maître Prosper Farama de la partie civile de son côté commence par signaler que c'est avec gêne qu'il se voit obligé d'intervenir. Il souligne qu'il s'agit d'une émotion mais pas de la compréhension de la confraternité donnée par la défense.
Pour lui, ce n'est pas parce qu'un avocat est poursuivi que toute affaire cessante, il faut crier au scandale. L'avocat n'est pas un dieu, même Dieu il est souvent attaqué, a-t-il indiqué. Avant de quitter la barre, Maître Mamadou Traoré a salué le tribunal pour sa conduite des débats et sa clairvoyance. Il a souhaité que ce procès, plutôt que d'être un lieu de règlement de comptes, soit pédagogique et que ceux qui ont commis des infractions soient condamnés. Le général Gilbert Diendéré a été appelé à la barre à la suite de l'ex-bâtonnier, mais avant la vérification de son identité, c'est Maître Olivier Yelkouni, l'un de ses avocats, qui prend la parole pour demander de différer son audition pour le lundi prochain à cause de l'absence d'un autre avocat pour raison de santé. L'audition de Faïsal Nanema, qui avait été suspendue, se poursuivra donc ce vendredi à partir de 9h au tribunal militaire. Suspendu le 8 octobre dernier pour conflit d'intérêts, l'interrogatoire de Ousseini Nanema Faïsal a repris ce vendredi. L'accusé était à la barre les 5 et 8 octobre dernier et avait dans ses déclarations porté des accusations de meurtre contre le caporal Dassami, un de ses co-accusés, pourtant assisté par le même avocat. À la barre ce matin, Nanema Ousseini Faïsal poursuivi pour des faits de complicité, de dégradation volontaire aggravée de biens et des faits de recel, ni les faits à lui reprocher. À l'entame de son propos, il a présenté ses excuses au caporal Dassami sur qui il avait porté des accusations de meurtre. Mais lorsque le parquet militaire évoque des déclarations faites par ce dernier, selon lesquelles Nanema Ousseini Faïsal aurait dit que le RSP ne devrait pas se laisser faire et que le général Gilbert Diendéré ne devrait pas remettre le pouvoir, l'accusé s'emporte de nouveau et déclare, je cite, « Monsieur le procureur, je reconnais avoir confié ces propos aux soldats Dassami, mais il faut qu'on les contextualise. Il m'a fait la confidence selon laquelle des militaires proches de l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida lui auraient appelé le 21 septembre 2015 pour lui donner de l'argent afin de soudoyer la garde du général Gilbert Diendéré dans le but de l'abattre. Avant de terminer en soutenant que le caporal Dassami lui a confié que lorsqu'il partait pour récupérer la dite somme, il a eu maille à partir avec une foule de manifestants et qu'il a fait usage de son arme pour se tirer d'affaire. Mais lorsque le parquet militaire l'interroge pour mieux comprendre, car l'accusé Dassami, lors de son interrogatoire, avait nié qu'il n'avait pas fait usage de son arme pendant les événements, Nanema Ousseini Faïsal répond « Je ne suis pas votre témoin, monsieur le procureur. » Le parquet militaire est également revenu sur les faits de recel. Selon l'accusé, il a acheté des objets au rond-point, des matières, à savoir une mallette, un fer à repasser et une statuette, mais qu'il ne savait pas que ces objets provenaient du domicile du défunt président de l'Assemblée nationale Salifou Diallo. Du reste, il affirme avoir délibérément remis ces objets à la gendarmerie lors de son arrestation le 19 septembre 2015. Après l'interrogatoire de l'accusé Nanema Ousseini Faïsal, c'est le sergent Badoum Lamoussa qui a été appelé à la barre pour la poursuite de son interrogatoire suspendu le 28 août dernier. L'audience du sergent Badoum Lamoussa avait été suspendue le 28 août à la demande de son conseil maître Stéphane Ouedraogo qui estimait qu'il n'avait pas toutes les pièces du dossier. L'interrogatoire de l'accusé n'a toujours pas pu se poursuivre puisque son conseil a affirmé n'avoir pas reçu la pièce manquante malgré sa correspondance adressée au parquet militaire le 29 août dernier. L'audience reprend le lundi 26 novembre prochain au tribunal militaire. Le dialogue national en question se tient dans le cadre du projet Prévention de la torture au sein de la francophonie, un projet mis en œuvre par Equitas en partenariat avec le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MPDHP et le réseau Equitas au Burkina. Chrysogon Zoukoumore est le représentant des organisations partenaires du dit projet. La tenue du présent dialogue vise à ouvrir un espace de dialogue entre les acteurs pertinents en matière de prévention de la torture au Burkina Faso afin d'une part de présenter les résultats du projet et d'autre part de développer des recommandations sensibles au genre. Comme résultat du projet, on peut citer entre autres 150 autorités mobilisées pour la prévention de la torture, 160 défenseurs des droits humains formés et engagés à prévenir la torture, près de 2300 éléments des forces de l'ordre et de sécurité sensibilisés. En plus de cela,
Les porteurs du projet entendent que les recommandations issues du dialogue national puissent renforcer l'arsenal juridique et institutionnel de prévention de la torture au Burkina Faso, d'où cet appel. Je saisis l'opportunité de cette tribune pour lancer solennellement, au nom des organisations partenaires de la mise en œuvre de ce projet, un appel aux autorités afin qu'elles s'impliquent davantage dans la lutte contre la torture dans notre pays, à travers notamment la mise en œuvre des recommandations. Le projet Prévention de la torture au sein de la francophonie vise une meilleure mise en œuvre des normes internationales des droits humains et des lois nationales relatives à la prévention de la torture pour un meilleur respect de l'état de droit. Un panel sur des thématiques anti-impérialistes, des animations de stand et un conseil meeting. Ce sont les activités au programme des 3e journées anti-impérialistes initiées par l'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ, l'Union générale des étudiants burkinabés UGEP et d'autres structures. Des journées qui visent, selon le secrétaire général de l'ODJ, à permettre aux populations de prendre conscience de la nécessité de se battre pour l'indépendance véritable et contre le pillage des ressources naturelles. Wiri Sanou. Dans notre pays, dans l'ensemble des États africains, l'Afrique de l'Ouest reste des terrains où les puissances impérialistes agissent et de plus en plus à visage découvert à travers les présences militaires et que vous avez constaté dans notre pays. L'armée française, l'armée américaine sont présentes dans nos pays à travers le pillage de nos ressources. Et nous avons dit que notre éducation reste entachée par l'éducation venant d'ailleurs, de sorte qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, nous ne continuons qu'à parler comme langue officielle la langue française. On ne peut pas éduquer les peuples d'une autre langue correctement dans une autre langue. Pour ce qui est du bilan des 2 dernières éditions, les organisateurs notent des motifs de satisfaction car la prise de conscience se fait de plus en plus sentir. En ce qui concerne le Burkina Faso, de plus en plus, les gens posent la question de la présence des bases militaires dans nos pays, la question du pillage de nos ressources. Les gens demandent les tonnes d'or qui sortent chaque année de notre territoire, à savoir où. Les gens le posent de plus en plus. Et donc, je pense que le débat commence à s'ouvrir et ce qui est très important. Et nous, on a adopté une plateforme avec d'autres structures de la sous-région qui recense les préoccupations tenant aux agissements des impérialistes dans notre pays. Ça fait partie des fruits et des journées anti-impérialistes. Ce débat-là ne sera plus un débat des intelligentsia, ce sera un débat populaire. Alors, nous pensons que nous allons vers une souveraineté réelle de nos pays. Sur la situation sociopolitique du Burkina, les conférenciers ont appelé les populations de la ville de Ouagadougou à se mobiliser pour prendre part à la manifestation de la CCVC prévue pour le 29 novembre prochain contre la hausse du prix des hydrocarbures. Victorien Tougouma du Mouvement africain des peuples et Aristide Ouedraogo du Front patriotique pour le renouveau étaient les animateurs de ce point de presse. D'entrée de jeu, ils ont exprimé leur désolation de la décision du gouvernement d'augmenter le prix des hydrocarbures. L'opposition politique condamne cette augmentation unilatérale, brutale et irréaliste qui confirme la faillite éthique, économique et politique du régime Kaboré, a confié Victorien Tougouma. L'absence physique du président Kaboré lors du Conseil des ministres qui a pris la décision de la hausse du prix du carburant est vue par cette opposition comme une fuite de responsabilité. Autre raison de ce qu'elle appelle la faillite éthique du président Kaboré et de son gouvernement selon l'opposition est, je cite, le cynisme du gouvernement qui demande un effort aux citoyens sans en donner aucune contribution ni aucun exemple, puisque le président et ses ministres ne payent pas de carburant qualité. Ils préfèrent se distribuer des talismans, des V8 et autres avantages encore sur le dos du contribuable burkinabé. Fin de citation. Les animateurs du point de presse disent être convaincus que les finances publiques du Burkina sont au bord de la faillite du fait de la mauvaise gestion du pouvoir du MPP. Ils en veulent pour preuve le compte-rendu de la dernière mission du FMI, qui, selon eux, note que la croissance du pays est revue à la baisse. Ses recettes sont en deçà des prévisions et le déficit se creuse. L'opposition politique a, au cours de cette rencontre avec les journalistes, annoncé avoir récolté la somme de 3 375 000 francs CFA à l'occasion de sa marche meeting du 29 septembre dernier au profit des forces de défense et de sécurité.
Selon la coalition nationale contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés CCVC, l'augmentation du prix des hydrocarbures de 75 francs par le gouvernement est une mesure impopulaire, unilatérale et cynique. Selon le vice-président de la CCVC, Chrysogoone Zougmoré, les raisons avancées par le gouvernement pour justifier cette hausse ne tiennent pas. Pour nous, ces raisons ne tiennent pas parce qu'un gouvernement responsable doit savoir prévoir d'abord et ensuite doit pouvoir prendre des dispositions pour en tout cas épargner ces populations quant à la souffrance qui sera donc consécutive à cette hausse des prix. Nous tenons donc à rappeler au gouvernement que nous prenons nos responsabilités. Il faut qu'il ramène les prix des hydrocarbures à leur niveau actuel. Et Bassolma Bazié, secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina CGTB, de démontrer chiffres à l'appui qu'il n'est pas acceptable et normal de procéder à cette augmentation. Le chef de l'État, nous avons vu que ce n'est pas du tout acceptable son propos qui est d'appuyer la décision du Conseil des ministres. Le 2 avril 2012, quand on procédait à l'augmentation des prix des hydrocarbures à la pompe, le baril au niveau international était à $130. Et quand ils procédaient à l'augmentation tout récemment, le baril était toujours à $61. Et quand on fait la différence, il y a près de $52 de moins. Mais si près de $52 de moins, ça veut dire que si on doit répercuter la réalité du prix dans notre pays sur les produits des hydrocarbures, il n'y a pas cet hydrocarbure dont le prix devait excéder 300 francs dans notre pays. C'est face donc à cette situation que la CCVC décide d'organiser cette journée de protestation le 29 novembre prochain. Face à cette situation d'ensemble qui vient aggraver la mesure gouvernementale d'augmenter les prix des hydrocarbures, la CCVC organise sur l'ensemble du territoire national des manifestations publiques le jeudi 29 novembre 2018. La CCVC a par ailleurs, au cours de cette conférence de presse, dénoncé ce qu'elle qualifie d'atteinte aux libertés syndicales et démocratiques des travailleurs. Le syndicat national des travailleurs de l'éducation de base SINATEB s'insurge contre l'augmentation des prix des hydrocarbures de 75 francs pour le dit syndicat, dans un contexte marqué par la vie chère et la dégradation continue du pouvoir d'achat des populations. Cette augmentation des prix des hydrocarbures s'apparente comme une provocation et un mépris vis-à-vis du peuple burkinabé et par ricochet les travailleurs qui peinent dans les villes comme dans les campagnes pour faire face à la vie chère. François Desalegna Miogo, secrétaire général du SINATEB, et ses camarades ont également dénoncé cette mesure en la qualifiant d'unilatérale et comme étant aux antipodes du dialogue social tant prôné par le gouvernement. Le SINATEB, pour sa part, reste convaincu que cette augmentation des prix est une pilule amère imposée au peuple burkinabé au regard des conséquences dommageables qu'elle aura sur les conditions de vie de la population. C'est au regard de cette situation que le SINATEB se joint à la coalition de lutte contre la vie chère en appelant ses militants et sympathisants à participer aux actions prévues le 29 novembre prochain. Subsidiairement, la structure dirigée par François Desalegna Miogo exige la satisfaction de la plateforme revendicative de la CCVC, à savoir le retour aux anciens prix des hydrocarbures, la relecture de la structure des prix de carburant conformément aux conclusions de l'atelier du comité ministériel de la détermination des prix des hydrocarbures de juillet 2009 et un audit indépendant de la SONABI et de la SONABEL. La hausse du prix du carburant vient réduire encore plus le pouvoir d'achat des populations déjà confrontées à la vie chère. Note la CCVC qui estime que cette hausse intervient dans un contexte de remise en cause d'acquis démocratiques et sociaux, d'insécurité grandissante et d'annonce de mesures destinées à pressurer les travailleurs et les populations. La hausse du prix du pétrole au plan international, la situation difficile de la trésorerie de la SONABI et la nécessité de soutenir l'effort de guerre sont les raisons avancées par le gouvernement pour justifier la mesure. La structure de lutte contre la vie chère trouve ces justifications avancées par les autorités inacceptables pour plusieurs raisons. Pour elle, de nombreuses personnes physiques et morales doivent des centaines de milliards de francs à l'État, notamment des dignitaires de l'ancien régime qui ont pillé les ressources publiques de sociétés minières, les grandes entreprises. C'est au bas mot, selon la CCVC, 2 000 milliards de francs CFA qui sont dus à l'État et qui ont été révélés par la SELC, la Cour des comptes, les enquêtes parlementaires, le RENLAC et la presse. Aussi, l'État perçoit sur chaque litre d'essence et de gasoil la somme de 264 francs CFA et pour la CCVC, cela représente une manne financière considérable qui couvre largement la subvention que l'État accorde à la SONABI. C'est pourquoi pour la structure,
L'évocation de l'effort de guerre participe de la gestion opaque des ressources publiques, en particulier celles générées par la SONABI. Le manque de ressources avancées par le gouvernement ne convainc pas la coalition, du fait que pour elle, les autorités ont engagé des dépenses somptueuses pour achat de véhicules de luxe et pour créer des institutions inutiles et budgétivores, dans le seul but de satisfaire les besoins et envies des dignitaires et de leurs parents et amis, fait savoir la CCVC. Pour elle, la mesure d'augmentation est dictée par les institutions financières internationales et est destinée essentiellement à assurer le service de la dette, une dette qui sert plus à enrichir les individus qu'à assurer le développement, foi de la coalition. C'est pour dire non à cette hausse du prix qu'elle qualifie de grave, injuste et impopulaire que la coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité pour les libertés CCVC appelle ses militants et sympathisants, l'ensemble des populations des villes et des campagnes, à une journée nationale de protestation le 29 novembre 2018. À travers cette journée, la CCVC exige entre autres le retour au prix des hydrocarbures d'avant la décision gouvernementale d'augmentation du 8 novembre 2018, la relecture de la structure des prix des hydrocarbures conformément aux conclusions de l'atelier du comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures tenu à Bobo-Dioulasso en juillet 2009. Un audit indépendant de la SONABI et de la SONABEL impliquant les structures de lutte contre la corruption, l'identification et la saisie des biens et fonds détournés par les dignitaires du régime de Blaise Compaoré est prise sans délai de mesures nécessaires en vue de recouvrer l'ensemble des fonds dissimulés à l'intérieur et ou à l'extérieur du territoire national, l'arrêt des atteintes aux libertés démocratiques et syndicales. La suspension des activités du syndicat national de la garde de sécurité pénitentiaire SYNAGSP et la révocation des 10 éléments de ce corps en conseil de ministres le 14 novembre dernier passe mal chez les syndicats de magistrats et de greffiers. Dans une déclaration commune rendue publique ce lundi, ces syndicats ont déploré ces mesures prises par le gouvernement et l'invitent à la table du dialogue. Relativement à la crise qui secoue depuis un certain temps le corps de la GSP, les 5 syndicats de magistrats et de greffiers trouvent que sa survenance doit être entièrement imputée au refus d'anticipation du gouvernement qui a manqué selon eux non seulement d'une volonté de gérer commodément les légitimes préoccupations de la garde de sécurité pénitentiaire en dépit des nombreux rappels, mais également de saisir les signes annonciateurs du mouvement qui était devenu pourtant évident à un moment donné. Il signifie que c'est en ayant en vue cet aspect que les magistrats et les greffiers ont su garder la sérénité, quoiqu'ayant eux-mêmes souffert de certaines des mesures prises dans le cadre de ce mouvement. Si le rêve est nourri par le gouvernement d'envoyer un message fort au milieu syndical, les syndicats sous-signés doutent fortement de l'efficacité de la formule choisie, ont-ils fait observer. Aussi, les signataires de cette déclaration n'ont pas manqué de relever que la sanction administrative obéit à des principes dont celui de la proportionnalité et la suspension ou la dissolution des organisations syndicales obéit à des principes au plan international. Sur ce dernier point, les syndicats citent la convention OIT numéro 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ratifiée par le Burkina Faso. Citant ainsi des extraits de la dite convention, les 5 syndicats indiquent que la dissolution par voie administrative d'organisations syndicales constitue une violation manifeste de l'article 4 de la Convention numéro 87 et le fait de priver des milliers de travailleurs de leurs syndicats au motif que quelques-uns de leurs dirigeants ou de leurs membres ont été condamnés pour avoir exercé des activités illégales constitue une violation flagrante des principes de la liberté syndicale. C'est pourquoi ces syndicats de magistrats et de greffiers invitent le gouvernement à reconsidérer les mesures prises. Ils ont enfin exprimé leur disponibilité à s'impliquer dans la recherche de solutions à cette crise. Le secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina s'est prononcé sur la révocation des 10 agents de la garde de sécurité pénitentiaire. Cette révocation, selon lui, s'inscrit dans la logique du gouvernement de porter atteinte aux libertés syndicales. Nous écoutons Bassorma Bazier. La révocation des 10 agents de la garde de sécurité pénitentiaire, nous mettons ça tout simplement dans le même lot de la violation des libertés syndicales. Nous l'avons dénoncé depuis 2015 sur la base de la loi qui a été prise pour modifier la loi 92 qui portait la liberté d'association. Cette loi, votée par le Conseil national de la transition, permet aujourd'hui à des administratifs de s'asseoir dans leur bureau et décider de l'avenir d'un syndicat dès lors que ce syndicat n'est pas maniable et manipulable. On permet à un conseil de ministres de mettre fin à un syndicat qui n'est pas malléable et manipulable. Nous voulons le cas de l'UNAPOL, où ils ont fait de toutes les tentatives pour procéder à la division des agents. Nous avons le cas de l'Alliance Police Nationale,
où il nous revient que des agents non seulement sont affectés et qu'on leur a même écrit pour dire qu'ils ne peuvent pas avoir le récépissé. Tout ça, c'est sur la base de cette même loi unique. Vous avez le cas du MBDHP qui a tenu son congrès, où on l'appelle pour lui dire que ses objectifs sont trop, qu'il faut les réduire. On appelle l'UGEP pour leur dire que leur récépissé, on ne peut pas le leur donner, il faut revoir leur texte, parce qu'en tant qu'étudiants, ils ne peuvent pas dire que leur syndicat défend les intérêts matériels et moraux parce qu'ils ne sont pas des travailleurs. Mais comment on peut éditer une telle loi dans notre pays? Les libertés d'association dans notre pays, ce sont des acquis qui ont été arrachés de lutte. Ce n'est pas le don d'un politique. Et sur cette base, ce qu'il vient de faire au GSP, c'est une façon de dire toute personne doit se sentir concernée parce qu'après les GSP, ça sera d'autres personnes. Voilà pourquoi nous lançons l'appel à tous ceux qui estiment que ce qui est arrivé au GSP, ils encouragent le gouvernement à continuer, le tour de chacun viendra. Il n'y a pas de répression à demi-mesure. Il n'y a pas d'autocratie à moitié. Aujourd'hui, ce sont les GSP. Demain, ça peut être ceux qui applaudissent. Et que chacun le comprenne à un haut niveau de sa responsabilité et qu'il fasse en sorte à ce que les libertés dans notre pays soient défendues. Et je lance un appel à l'ensemble des travailleurs, qu'ils soient en tenue ou qu'ils soient en civil, de travailler à refuser toute division montée par les politiques en leur sein. Il est très malsain de constater que des hommes de tenue sont dans des phases d'affrontement entre eux. Nous leur lançons un appel de savoir que toute personne qui va agir dans la légèreté pour faire plaisir à un homme politique assis sur son fauteuil, il a agi aujourd'hui, mais l'éternité retiendra qu'il a mal agi. Le jeudi 15 novembre 2018, Radio Liberté révélait sur ses zones et sur sa page Facebook que des élèves de l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire ENGSP qui se rendaient à l'école auraient eu maille à partir avec des éléments de la gendarmerie nationale. La radio notifiait avoir recueilli des témoignages qui laissent croire que les élèves GSP en question ont été battus par des gendarmes, des bastonnades qui ont fait 7 blessés dans les rangs des élèves. Des blessés qu'un reporter de la radio a du reste pu apercevoir au sément de Kosodo dans une ambulance. Ainsi, on s'attendait à ce que les différentes hiérarchies, après une enquête, situent les responsabilités sur ces pratiques aux antipodes d'un état de droit. Mais à la suite de ces informations, la direction de la communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale s'est fendue d'un communiqué en date du 16 novembre dans lequel il ressort effectivement que des gendarmes sont déployés à la prison de haute sécurité qui occupe le même périmètre que l'école de la GSP pour sécuriser les lieux. Il y est indiqué également que dans la matinée du 15 novembre dernier, un élève GSP a forcé un barrage de contrôle et a été interpellé. Et le communiqué de conclure, je cite, « Les écrits et les images diffusés sur les réseaux sociaux et autres médias n'ont aucun rapport avec cet événement. La gendarmerie invite la population à se référer à ces structures pour avoir la juste information. » Fin de citation. Alors que Radio Liberté s'apprêtait à dévoiler d'autres informations prouvant que les élèves GSP blessés ont été bastonnés par des gendarmes, c'est un communiqué du service de la communication et des relations publiques de la direction générale de l'ENGSP qui confirme que les élèves GSP ont été pris à partie par un piquet d'intervention de la gendarmerie nationale dont 6 ont subi des sévices corporels. Finalement, à quoi joue la gendarmerie nationale? Comment la hiérarchie de cette institution peut opter délibérément de voiler des faits qu'on ne peut d'ailleurs cacher? Travaille-t-elle ainsi à couvrir des actes ignobles posés par des éléments indélicats? Quel exemple cette hiérarchie donne-t-elle aux subalternes? À notre avis, le contexte actuel où les forces de défense et de sécurité sont confrontées à d'énormes défis sécuritaires au prix de leur vie ne se prête à aucun zèle de la part d'éléments de la gendarmerie nationale. Cette institution, comme toutes les autres composantes des forces de défense et de sécurité, doit cultiver en son sein un esprit républicain. Esprit qui est incompatible avec des pratiques telles que les bastonnades que l'on croyait à jamais révolues dans notre pays. Et le comble est atteint lorsque l'état-major de la gendarmerie elle-même tente de couvrir des dérives qui sont pourtant susceptibles de porter un coup à l'esprit de fraternité d'armes censé habiter tous les chômes de tenue. Et en ces temps de lutte contre le terrorisme, l'on est en droit de s'attendre à mieux de la part des premiers responsables de ce corps. C'est à croire que certains responsables militaires tardent à comprendre l'ampleur du danger qui pèse sur notre pays.